Tu sais, quand tu es une proviseure de lycée pendant 28 ans, tu remarques tout. Tu remarques l'enfant qui lutte avant qu'il vienne à ton bureau. Tu remarques le professeur en portant la tension comme une serviette qu'elle ne peut pas mettre vers le bas. Et tu remarques quand quelque chose change avec toi-même. Pour moi, ce quelque chose, c'était mes cheveux. Pas la couleur, j'avais fait la paix avec l'argent il y a des années. Ce que j'ai remarqué, c'était le montant. La différence entre la plénitude j'avais eue à 50 et ce que j'étais en voyant dans le miroir à 60 avait devenir impossible à ignorer. J'ai fonctionné mes doigts à travers mes cheveux et viendrai loin avec plus que j'attendu. J'ai trouvé des brins sur mon oreiller, dans le drain de douche, enroulés autour de ma brosse. Au début, j'ai dit à moi-même que c'était normal, que chaque femme mon âge traitait cela. Et peut-être qu'elles font, mais il y a une différence entre en acceptant le changement et en acceptant la perte. Donc j'ai mentionné cela à mon docteur. J'ai l'amené en haut à mon contrôle annuel. Et je me souviens la phrase exacte qu'elle a utilisée. Isabelle, c'est juste le vieillissement. Juste le vieillissement. Comme si cela expliquait n'importe quoi. Comme si mes cheveux devenant plus minces étaient simplement le prix d'avoir vécu 63 années. Le même manière que les rides apparaissent ou tes genoux deviennent plus craquants quand tu escaliers de grimpade. Mais je n'ai pas accepté cette réponse. Et je suis reconnaissante je ne l'ai pas. Parce que ce que j'ai découvert au cours des 3 années suivantes, c'était que ma perte de cheveux ne c'était pas juste le vieillissement du tout. C'était un message mon corps envoyait à moi sur ce qui réellement manquait. Pendant 3 ans, j'ai demandé sur la perte de cheveux à chaque contrôle. 3 ans de la même réponse. C'est juste le vieillissement. C'est hormonal. Tu es post-ménopausée. Qu'attends-tu? Mais quelque chose en moi savait mieux. Comme un coach en santé. Comme quelqu'un qui avait étudié le système de corps pour des années. Je comprenais que les cheveux ne c'est pas juste décident à arrêter de grandir parce que tu as atteint un anniversaire de certains. Les cheveux, c'est vivant. C'est métaboliquement cher. C'est l'un des dernières choses ton corps priorise quand les ressources s'est serrées. Ce qui signifie que si tes cheveux tombent, ton corps te dit que quelque chose fondamental manque. Donc, j'ai fait ce que j'aurais dû faire à partir du commencement. J'ai vu un dermatologue. Et ce dermatologue, son nom c'était le docteur Chen. Et je me souviens d'elle parce qu'elle écoutait. Ordonna 3 tests sanguins spécifiques. Juste 3. Et quand les résultats sont venus retour, tout a fait sens. Ma ferritine, c'était à 32 nanogrammes par millilitre. Ma vitamine D, c'était à 38 nanogrammes par millilitre. Ma biotine, c'était unmeasurably bas parce que personne ne l'avait jamais vérifié. Et nous volions à l'aveugle sur si j'étais en obtenant assez. Ici, c'est ce qui rend c'est frustrant. Et ici, c'est ce que je veux tu comprennes. Mon praticien général avait couru les tests routiniers sur moi avant. Ces tests disaient tout était normal. Ma ferritine, c'était normal pour les gammes de référence médicales. Ma vitamine D, c'était normal. Mais ici, c'est la chose personne ne te dit. Il y a normal pour en restant vivant. Et puis c'est optimal pour en prospérant. Il y a le minimum vos besoins de corps à garder ton cœur battant et tes poumons respirants. Et puis, c'est ce ton corps réellement a besoin à grandir les cheveux, à avoir l'énergie, à guérir ta peau, à te sentir comme toi-même. Laissez-moi te dire exactement ce que ces 3 tests ont montré et exactement ce que les chiffres thérapeutiques réels ont besoin d'être. Premièrement, la ferritine. C'est ta protéine d'entreposage du fer et c'est absolument fondamental pour la croissance de cheveux. En médecine conventionnelle, dans les tests de routine ton docteur courant, elles te diront que la ferritine, au-dessus de 12 nanogrammes par millilitre, c'est normal. 12. C'est te gardera vivante. Cela te gardera de devenir anémique dans le sens clinique. Mais la littérature de dermatologie, la recherche évaluée par des pairs spécifiquement sur la perte de cheveux, cela montre quelque chose complètement différent. À soutenir la croissance de cheveux, la croissance réelle de cheveux visibles, les cheveux épais et résilients, ta ferritine a besoin d'être au-dessus de 70 nanogrammes par millilitre. 70. Pas 12, pas 40, 70.
Quand j'ai appris que ma ferritine c'était 32, j'ai compris pourquoi mes cheveux tombaient. J'étais fonctionnellement appauvrie de fer pour l'objectif de croissance de cheveux. Même, bien que mon docteur régulier aurait dit que mes niveaux de fer étaient complètement bien. Le chiffre deuxième, la vitamine D3, spécifiquement la forme active que ton corps utilise, mesurée comme 25-hydroxy-vitamine D. Ici à nouveau, le test standard dit que n'importe quoi au-dessus de 20 nanogrammes par millilitre, c'est adéquat. Mais si tu es concerné sur la croissance de cheveux, sur la santé de peau, sur la densité osseuse, réellement sur presque tout ce qui importe après 60, tu veux être au-dessus de 50 nanogrammes par millilitre, idéalement entre 60 et 80. La raison, c'est que tes follicules de cheveux eux-mêmes ont les récepteurs de vitamine D. C'est pas juste les emplacements passifs où la vitamine D arrive d'être présent. C'est les sites réels d'attachement, les structures biologiques réelles que tes follicules de cheveux utilisent à communiquer avec le reste de ton corps sur si elles devraient être actives ou dormantes. Quand la vitamine D s'ébat, quand ces récepteurs ne reçoivent pas assez de signalisation, tes follicules de cheveux littéralement s'endorment. Il y a une étude dans le British Journal de la dermatologie, à partir de quelques années il y a cela, à regarder les femmes avec la perte de cheveux de formule féminine. Et les femmes dans ce groupe avaient significativement bas niveau de vitamine D comparé au groupe de l'âge matched sans perte de cheveux. Nous ne parlons pas des artefacts de laboratoire ou du bruit statistique. Nous parlons d'un mécanisme biologique clair et démontré. Bas vitamine D égale les follicules dormants égale les cheveux tombant dehors. Ma vitamine D, c'était 38, et quand le docteur Chen m'a expliqué cela, je sentis comme quelque chose avait finalement cliqué dans place. Et puis, il y a la pièce troisième, la biotine, aussi connue comme B7, aussi connue comme l'un des nutriments les plus importants pour les cheveux que presque personne n'obtient assez d'eux, spécialement après l'âge de 60. La recherche suggère que pour le soutien de croissance de cheveux, les femmes ont besoin quelque part entre 5000 et 10 000 microgrammes de biotine quotidien. C'est 5 à 10 000. La plupart des multivitamines standards contiennent peut-être 100 microgrammes. Un peu des vitamines de cheveux, tu vois en ligne, pourrait contenir 500. Mais ici, c'est le problème plus profond. Et cela, c'est quelque chose, la plupart du marketing de suppléments ne sait pas expliquer. Après l'âge de 60. La carence en biotine devient de plus en plus commune, pas parce que nous ne mangeons pas les aliments avec la biotine, mais parce que nos bactéries intestinales ont changé. Notre microbiome évolue au cours du temps, et les populations de bactéries, cela nous aide à synthétiser la biotine. Cela produit la biotine additionnelle à partir de ce que nous mangeons. Ces populations déclinent avec l'âge. Nous ne absorbons pas la biotine comme efficacement. Nous ne la produisons pas efficacement à partir de nos sources de nourriture. Et il y a une autre chose, cela bloque l'absorption de biotine entièrement, les blancs d'œufs crus. Si tu manges la pâte à biscuits crue ou tu manges les œufs ne c'est pas complètement cuit, tu consommes l'avidin. Une protéine, cela se lie à la biotine et cela la rend indisponible à ton corps. Je ne savais même pas que je mangeais les blancs d'œufs crus régulièrement jusqu'à ce que le docteur Chen demande sur mon régime. Mais c'était, occasionnellement je mangerais la pâte à biscuits ou faisais maillot à la maison avec les œufs crus. Et chaque fois, j'étais essentiellement en enfermant ma biotine et en la rinçant. Donc j'étais carencée dans tous trois. Tous trois des choses mes cheveux avaient besoin, la plupart à grandir. Mon docteur l'avait appelé le vieillissement. Mon corps l'avait appelé la famine. Laissez-moi te marcher à travers ce qui s'est produit ensuite, parce que le chronologie importe. Et le chronologie, c'est quelque chose, cela presque personne ne parle d'eux. C'est pourquoi tant de gens abandonnent trop tôt. Après, j'ai obtenu ces résultats de test. Le docteur Chen m'a référé à un protocole de supplément. C'était pas compliqué, c'était juste ciblé. Pour la ferritine. Elle a recommandé que j'obtienne un supplément de fer de haute qualité, pas une multivitamine avec du fer. Mais un supplément de fer dédié,
c'était soit le fer bisglycinate, soit le sulfate de fer. Quelque chose bioavailable, quelque chose mon corps pouvait réellement absorber. Pour la vitamine D3, elle a recommandé que je prenne 5000 IU quotidiens dans la forme de D3, pas D2, parce que D3, c'est la forme ton corps réellement utilise. Pour la biotine, elle a recommandé 10 000 microgrammes quotidiens. Et j'ai aussi changé mon régime à arrêter de manger les œufs crus. Nous avons aussi ajouté les peptides de collagène, spécialement le collagène hydrolysé peptide, parce que le collagène fournit la glycine et la proline. Les acides aminés, ceux-là, c'est littéralement les briques de construction de la kératine. La protéine, cela, ton cheveu s'est fait d'eux. C'était le protocole. C'était pas magique, c'était pas secret. C'était juste spécifique, ciblé, basé sur ce mon travail de sang a montré réellement. Et je serai complètement honnête avec toi. Les 6 semaines premières étaient frustrantes. Je prenais les suppléments, je changeais mon régime, je cessais de manger les œufs crus. J'augmentais ma ferritine avec la supplémentation et aussi avec les changements diététiques. Plus de viande rouge, plus d'épinards. Les aliments, ceux-là sont réellement riches en fer bioavailable. Et je sentis mieux. Mon énergie était mieux. Mon humeur était mieux. Ma peau regardait mieux. Mais mes cheveux? Mes cheveux regardaient toujours pareil. Je tirais le montant même dehors dans la douche. Il y avait toujours les brins sur mon oreiller. Et j'ai presque arrêté. Je me souviens cela spécifiquement parce que je parlais à une de mes étudiantes de yoga. Et je lui disais que j'essayais ce protocole de supplémentation entier pour la perte de cheveux. Et elle demandait moi combien longtemps j'avais été en le faisant. Et j'ai dit 5 semaines. Et elle ria d'une manière réellement gentille et a dit « Isabelle, tes cheveux prennent plus longtemps que cela à remarquer un changement. » Et elle, c'était juste. Elle, c'était absolument juste. Parce que ici, c'est ce personne ne te dit sur la croissance de cheveux. Le cycle de croissance de cheveux, c'est lent. Le cheveu, c'est dans l'une de 3 phases en n'importe quel moment donné. Il y a la phase croissance, appelée la phase anagène, qui dure quelque part entre 2 à 7 ans. Puis, il y a la phase de transition, la phase catagène, c'est qui c'est très court, juste quelques semaines. Et puis, il y a la phase de repos, la phase télogène, c'est qui dure quelques mois. Et ici, c'est la chose critique. Seulement le cheveu dans la phase croissance, c'est réellement réactif aux changements nutritionnels. Si tu commences à supplémentant avec la biotine et la ferritine et la vitamine D3, tu ne vas pas voir un changement immédiat dans le cheveu, c'est déjà sur ta tête. Parce que beaucoup de ce cheveu pourrait être dans la phase de transition ou de repos. Tu dois attendre ce cheveu à verser, ce qui c'est en se produisant quand tu vois le cheveu dans ta brosse, et puis tu dois attendre le cheveu nouveau croissance à réellement devenir assez long et assez épais à être visible. Ça prend typiquement entre 3 et 6 mois. La plupart des femmes, je pense, abandonnent à 6 semaines parce qu'elles attendent les résultats sur le chronologie d'un produit de skincare ou une médication, pas sur le chronologie de la biologie. Mais la biologie ne sait pas de soins sur nos attentes. La biologie, c'est de soins sur le temps. Donc, j'ai continué. 4 mois après que j'ai commencé le protocole, j'ai remarqué j'étais en faisant mes cheveux une matinée et j'étais utilisant ma fermeture à plat. Et j'ai juste eu ce moment où j'ai réalisé que la plénitude était retour. Pas complètement retour. Je ne vais pas te dire que j'ai magiquement inversé 60 ans de vieillissement ou que mes cheveux, c'est exactement comme c'était quand j'avais 30. Mais la densité, c'était noticeablement différent. Il y avait plus de volume. Quand j'ai fonctionné mes doigts à travers mes cheveux, c'était pas en perdant les poignées pleines. Le versement avait diminué significativement. J'ai regardé dans le miroir. Et je ne c'était pas en voyant quelqu'un qui traitait la perte de cheveux significative plus. J'ai vu quelqu'un dont les cheveux récupéraient. Maintenant. Laissez-moi te dire quelque chose. Cela a réellement frustré moi sur cette expérience entière. Parce que c'est pertinent à pourquoi je partage cela avec toi. Les multivitamines ne savent pas fonctionner pour cela. Je sais ce que les gens pensent. Je sais ce que le marketing suggère. Les gens pensent que si elles prennent une multivitamine complète,
elles couvrent leur base et leurs cheveux devraient être bien. Mais ici, c'est le problème avec les multivitamines, spécialement pour quelque chose si spécifique comme la perte de cheveux. Premièrement, les doses, c'est trop bas. Une multivitamine typique pourrait avoir 30 microgrammes de biotine, quand tu as besoin 10 000. Une multivitamine typique pourrait avoir 400 IU de vitamine D, quand tu as besoin 5 000. Tu ne sais pas même dans le même ballpark. Deuxièmement, les formes, c'est souvent pas le plus bio-available. Troisièmement, et cela c'est quelque chose, la plupart de gens ne comprennent pas. Ces nutriments compètent les uns avec les autres pour l'absorption. Tu as le fer en compétissant avec le calcium. Tu as la vitamine D en compétissant avec le magnésium. Et quand elles sont tous dans la même tablette, dans les mêmes ratios, ton corps n'absorbe pas elles optimally. Tu les as besoin ciblés, séparés et aux doses thérapeutiques. C'est une autre chose, cela m'a gardé dans le noir pendant si longtemps. J'étais en prenant une multivitamine. Je pensais j'étais couvert. Mais je n'étais couvert pas du tout. J'étais juste en prenant l'urine chère parce que mes doses étaient trop bas et mes formes ne s'étaient pas optimisées. Donc ici, c'est ce que je veux que tu fasses si tu es en expérimentant la perte de cheveux et tu as plus de 60. Et tu soupçonnes que cela pourrait être nutritionnel. Premièrement, tu as besoin d'une panelle de sang. Tu as besoin ferritine testée, spécifiquement. Tu as besoin vitamine D testée, comme la forme 25-hydroxy, pas la forme active. Pas juste si tu es dans une catégorie vague de normal, mais spécifiquement ta vitamine D stockée. Tu as besoin biotine vérifiée si ton labo peut le faire. Bien qu'honnêtement, le test de biotine ne c'est pas standard et beaucoup de labos ne peuvent pas le mesurer directement. Donc dans ce cas, tu simplement commences à supplémentant parce que la carence en biotine, c'est commune et la toxicité, c'est presque impossible parce qu'elle c'est soluble eau. Tu veux aussi obtenir le zinc testé parce que le zinc, c'est critique pour la croissance de cheveux et c'est souvent carencé dans les femmes de plus de 60. Tu veux une panel de thyroïde complète, TSH, T3 libre et T4 libre, parce que la dysfonction de thyroïde, c'est l'une des causes les plus communes de perte de cheveux, ce qui va non diagnostiquer. Et tu veux obtenir ta testostérone et DHEAS testées, parce que ces hormones déclinent avec l'âge et elles affectent la croissance de cheveux. C'est une panel complète, c'est pas quelque chose ton docteur régulier pourrait ordonner, à moins que tu demandes pour ces spécifiquement. Mais un dermatologue ordonnera ces. Et honnêtement, c'est la conversation de peine à voir. Maintenant, laissez-moi te donner un avertissement critique avant tu commences à supplémentant. Parce que cela, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et c'est quelque chose, très peu de gens parlent d'eux. La biotine, elle interfère avec les tests sanguins de thyroïde. La biotine, c'est si efficace à se lier aux réactifs en test de thyroïde qu'elle peut artificiellement abaisser ta lecture TSH. Ce qui signifie que tu pourrais sembler avoir la fonction de thyroïde plus élevée que tu réellement fais. Donc, si tu vas avoir testé la thyroïde, tu as besoin d'arrêter la supplémentation de biotine au moins 3 jours avant ton test. Idéalement, 5 jours avant, pour que la biotine nettoie ton système. Et tu reçois une lecture de thyroïde exacte. C'est dans la littérature médicale. C'est quelque chose, les endocrinologistes savent. Mais c'est pas quelque chose que ton praticien général pourrait penser à mentionner. Et c'est pas quelque chose, c'est sur le label de ton supplément de biotine. Donc je te le mentionne maintenant parce que je veux que tu aies les résultats de test exacts. Et je veux que tu évites le piège de penser que tu pourrais avoir des problèmes de thyroïde quand réellement tu juste as la biotine dans ton système, affectant le test de labo. Cette expérience entière m'a enseigné quelque chose profond sur le vieillissement et sur le soin de santé et sur la différence entre accepter ce tu es dit et en demandant les questions meilleures. Mon docteur ne m'a pas dit ces choses, pas parce qu'elle s'était sans soin, mais parce qu'elle opérait dans un cadre standard de la pratique. Ce n'est pas nécessairement regarder l'optimisation nutritionnelle comme une intervention médicale. Elle était formée à adresser la carence comme un état de maladie, l'anémie clinique.
la carence clinique de vitamine D. Pas adresser les niveaux sous-optimaux comme une raison pourquoi quelqu'un pourrait ne pas être en prospérant. Mais c'est ce que la perte de cheveux c'est. C'est ton corps te disant que tu opères en dessous optimal. C'est pas le vieillissement. C'est la disponibilité de nutriments. Et la chose belle, c'est que c'est fixable, c'est testable et c'est fixable. Et je suis la preuve vivante de cela. Il y a une dernière chose que je veux te dire avant que nous emballons cela. Et c'est réellement ce que nous allons plonger dans la vidéo suivante. Parce que la partie nutritionnelle, c'est seulement la moitié de l'histoire. La manière que tu dors, la position que tu dors dans. Cela affecte la croissance de cheveux à un niveau cellulaire. J'ai passé 28 ans en me réveillant avec les plis de rideau sur ma face et mes cheveux matés sur un côté, en pensant que c'était juste comment le sommeil fonctionne, sans réaliser que la position j'étais dormant dans, c'était en créant la friction et la tension sur mes follicules de cheveux, cela était littéralement contribuant à la perte de cheveux. Donc dans la vidéo suivante, je vais te montrer la position de sommeil, l'une que les dermatologues recommandent pour la préservation de cheveux. Et pourquoi cela importe plus que tu penses. Mais pour maintenant, si tu traites la perte de cheveux et tu as plus de 60, reçois ces 3 chiffres vérifiés. Reçois ta ferritine au-dessus de 70. Reçois ta vitamine D au-dessus de 50. Reçois ta biotine à 10 000 microgrammes quotidiens. Et arrête manger les œufs crus. Donne-le 4 à 6 mois, pas 6 semaines. Soyez patient avec ta biologie. Parce que tes cheveux ne c'est pas juste vieillissement. C'est juste en attendant les nutriments qu'elle a besoin à grandir à nouveau.